Bertrand Dinger, je suis comédien. Ce n'est pas une vocation comment dire, qui a débuté très jeune, mais plutôt le résultat d'un parcours. J'ai commencé par du marketing automobile dans une grande firme dans les années 80. Après, pour faire vite, j'ai travaillé en freelance pour des grosses agences de pub pendant 2 ans, RSCG, BDDP, et ainsi de suite, où j'ai rencontré des réalisateurs de télévision et je suis passé à la télévision, voilà, pour faire rapidement. Et pendant 12 ans, j'ai beaucoup travaillé sur France Télévisions, 90% de mon temps plutôt en production, comme producteur exécutif ou comme pour préparer des émissions, enfin bref, le métier derrière les caméras. Et puis, je me suis retrouvé, suite à un déjeuner arrosé, on peut le dire, avec une journaliste qui s'appelle Pernette Chaboureau, à faire les portraits dans Thé ou Café. Parce qu'au cours du déjeuner, je lui dis « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Elle me dit « Je prépare une émission avec Catherine Sellac, une émission qui serait une émission à la fois d'actu et en même temps de... » Je lui dis « Vous ne cherchez pas un chroniqueur pour faire des portraits ?» Elle me dit « Pourquoi pas ?» Et donc, je rencontre Catherine Sellac qui me dit « Écoute, on va faire un essai. » Elle me connaissait de la production, mais pas du tout, et moi non plus, je ne me connaissais pas sous cet aspect-là. Et puis j'ai fait un essai, ça a pris. Donc j'ai fait à peu près 170 portraits. Alors ça me donnait l'occasion de faire les portraits, d'écrire ces portraits, de faire une enquête, d'écrire ces portraits qui étaient plutôt, je le pense, drôles. Et de faire Jean Marais, Torres Scola, Leïla Chaïd, des gens très différents, quoi. Pour quelqu'un qui n'avait jamais envisagé de faire de l'antenne, c'était déjà une surprise. Et suite à ça, une personne qui était aux bandes annonces de France 2 me dit « On aime bien ta voix. Tu veux pas essayer de faire des bandes annonces ?» Bien sûr que si. Et j'en ai fait pendant 2 ans. Toujours suite à ces bandes annonces, j'ai travaillé pour Arte, des gens qui m'ont appelé pour faire de la narration de documentaires. Voilà. Et puis un jour, à la sortie de la pub aussi, et à la sortie d'une séance de pub, une comédienne me dit « Mais tu fais pas du doublage ?» Je lui dis « Non, je suis pas comédien. Je veux dire, j'ai une voix qui passe. Il se trouve que voilà, je me suis retrouvé à faire des portraits. Ça, c'était pas dû à la voix, mais c'était grâce à ça que j'ai commencé à faire de la pub et de la narration et ainsi de suite. Mais j'ai pas de formation de comédien. Et pour le mot, mais c'est vrai, je le pensais vraiment, j'avais les cachets sur France 2 quand je faisais les bandes annonces, c'était libellé artiste dramatique. Et moi, je me disais, dramatique artiste, ce serait plus juste peut-être. Alors, j'ai été assisté sur des plateaux de doublage, où une comédienne très capée, qui est la voix française de Brie Van den Kamp, elle s'appelle Blanche Ravalec, m'a donné ma première chance en doublage. Et j'ai fait un personnage, et j'entends encore ses ongles sans la régie, qui cognaient comme ça. Et à la fin de la séance, elle m'a dit « Bon, le résultat, ça va, mais c'est pas possible, hein, c'est beaucoup trop long à obtenir. Quelle est ta formation de comédien ?» Blanc. Et c'est j'en avais pas, j'avais juste une voix qui passait. Et suite à ça, eh bien, je me suis inscrit quelques jours après au cours Simon, où j'ai fait la classe adulte pendant 3 ans, et en même temps, j'allais avec les pros en semaine, on m'avait proposé d'aller, j'avais 50 ans passés. Hein. Et bon, pour jouer crayon, c'était plus facile évidemment qu'à 22 ans, mais je suis retourné à l'école, quoi. Et afin d'être légitime, à la fois d'avoir de la technique, et d'être légitime sur un plateau de théâtre ou de doublage. Parce qu'en doublage, et c'est là, puisque c'est essentiellement ce que je fais aujourd'hui, même si je joue au théâtre et que je tourne dans des courts-métrages, en doublage, il n'y a que des comédiens. Parfois, on me dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour être doubleur ? Doubleur, ça n'existe pas. Il y a doublure, lumière, que vous connaissez bien en télé, mais doubleur, ça n'existe pas. C'est le métier de comédien. Alors effectivement, en règle générale, les gens qui font du doublage, qui sont tous des comédiens, viennent du théâtre et par le théâtre, viennent au doublage. Moi, c'est le doublage qui m'a amené au théâtre, donc c'est un peu particulier, mais c'est le même métier. Et donc aujourd'hui, je suis heureux de faire ce métier parce que ce métier est passionnant. Quand on voit un personnage, l'expression qu'on utilise, c'est dire il faut être dans ses yeux, en fait, dans son intention. On essaie de pas, quand on a un personnage qui justement, se bat, effectivement, on peut difficilement le faire d'une manière placide. Il faut avoir cette énergie, la prendre dans le corps, la sentir. Donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui bougent beaucoup à la barre, d'autres moins, mais il faut ressentir physiquement la chose. Quand il court, il faut amener quelque chose. Si vous parlez normalement alors qu'il court à fond, il y a un truc qui ne colle pas. Donc si on est comédien, et c'est pour ça qu'il faut des comédiens, c'est parce que justement, rentrer dans l'intention de ce personnage, pas se faire piéger par la musique. La musique américaine n'est pas la même que la musique française.
On n'a pas. En revanche, l'intention, ce qu'on appelle être dans ses yeux, c'est vraiment comprendre ce qu'il veut, ce qu'il cherche. Donc à partir de ce moment-là, et quand on est dedans, on est juste. Après, il y a des aspects techniques, effectivement, il faut commencer là, terminer là, pas être trop court, pas trop long. Mais moi, je ne suis pas du tout une star du métier. Il y a dans nos métiers, comme dans tous les métiers, il y a des stars de ce métier. Des gens, vous les voyez travailler, mais c'est extraordinaire. Tout est en place. De temps en temps, ils disent « Ah, j'ai peut-être pas été bon sur l'appui, là, je reprends ». Moi, j'en suis pas là, loin s'en faut, mais le plaisir de jouer, de rentrer dans un personnage, justement, il faut beaucoup à la fois d'humilité, parce que ce n'est pas nous qui sommes à l'écran, c'est le personnage qui est à l'écran. En revanche, il faut l'habiter, il faut être dedans. Autrement, on entend tout de suite le décalage. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le doublage français est réputé. Xavier Dolan a rendu un bel hommage au doublage français, parce qu'effectivement, dans le monde entier, il est reconnu. Et certains pays qui, pour l'instant, méprisaient le doublage, vont s'y mettre. Parce que comment dire, quand on parle très bien l'anglais, mieux l'américain, voire le new-yorkais, on peut comprendre certaines nuances. Si on n'a que des synthés, que des sous-titres, on a un résumé. Alors effectivement, si on parle très très bien et couramment, on peut. Il y a beaucoup de gens qui à mon avis, comprennent le sens sans avoir les subtilités. Et le doublage, en ça, apporte quelque chose pour les gens qui ne parlent pas couramment la langue. Et je pense qu'il y a les deux écoles. Moi, c'est vrai qu'il y a des comédiens que j'aime vraiment entendre en langue originale. Et quand un doublage est bien fait, je trouve que... Moi, il y a des séries, je pense toujours à cette série Desperate Housewives. Honnêtement, pour avoir entendu souvent l'original, je préfère les voix françaises. Pour un doublage, le processus est le suivant. Soit vous êtes la voix de ce personnage. Je ne sais pas, Al Pacino, c'est José Luciani, qui est une star du métier, à la fois comme directeur artistique et comme comédien. Donc c'est lui, il connaît son personnage par cœur. Après, effectivement, en fonction de ce qu'il fait, mais c'est un comédien, il le connaît, il est Al Pacino en France, quoi. Pour les autres comédiens, quand on ne suit pas de manière récurrente un acteur, on le découvre. Parfois, on le découvre le jour de l'enregistrement. Donc, on a ce qu'on appelle une bande rythmo. Et la bande rythmo, c'est cette fameuse bande qui passe en bas de l'écran avec, si je suis Mike, à un moment, il y a Mike, il y a ce qu'il dit, et une barre, quand ça passe devant, c'est à moi de parler. Effectivement, il y a un aspect technique qui nous demande de remplir du début à la fin ce qu'il fait, mais il faut aussi, et surtout, les appuis, les intentions. Il ne s'agit pas d'avoir la bouche fermée quand lui, il l'a ouverte. Donc, tout le plaisir de ça, c'est d'écouter une première fois. On écoute une fois ou deux fois ce qu'on appelle les boucles. Nous, on raisonne en termes de boucles. Une boucle, c'est une partie de la scène, quoi. Et on l'écoute, on regarde. On ne lit pas forcément tout de suite ce qu'il y a à dire. Quand on a le temps de regarder deux fois, la deuxième fois, effectivement, on voit le texte. Il faut aller vite, et en même temps, on a besoin d'entendre, bien sûr, on n'a pas de casque, hein. On entend la voix. Et puis c'est surtout ses yeux, je ne sais pas comment dire, c'est vraiment l'intention, parce que la voix, on la connaît, l'américain, on en entend toute la journée, ou l'anglais, parce qu'il y a des nuances quand même. Mais c'est l'intonation, qui n'est pas toujours la même quand on parle en anglais ou quand on parle en français. Pour dire la même chose, on ne le dit pas de la même façon, en tout cas avec la même intensité, la même intention. Mais on a ses yeux, on a son intention. Donc c'est ce qui va te donner Et la voix originale est très importante, mais c'est surtout, encore une fois, la façon dont je sais pas, j'ai du mal à mais ça se vit bien, quoi. C'est-à-dire que la bande rythmo, qui est un support évident, puisqu'on a le texte, on ne peut pas l'improviser, on ne l'apprend pas à l'avance. Parfois, on me dit, est-ce que vous recevez le texte à l'avance? Non, on ne reçoit pas le texte à l'avance. Mais c'est pas comme comment dire, c'est pas un scénario, c'est pas non plus une pièce de théâtre. On voit boucle par boucle, mais on s'installe dans le personnage. Il a une façon de marcher, il a une façon de parler, il a une façon de regarder, il a une façon de poser, de faire des silences. C'est un plus de connaître la langue. On a tous travaillé sur des films russes, sur des films japonais, et nous sommes peu nombreux à parler russe ou japonais. En tout cas, ce n'est pas mon cas. Ou coréen. Donc, effectivement, la traduction, on l'a avec la bande rythmo, traduction et l'adaptation. En anglais, on comprend. Alors, même si, en principe, c'est très bien adapté, le directeur artistique, si on a des changements de texte à faire, parce qu'il s'avère que ce qui est parfois écrit n'est pas facile à jouer. Alors, comme dans tous les domaines, il y a des bons auteurs, parce que ce sont des auteurs, il y a de très bons adaptateurs et d'autres moins bons. Donc, parfois,
Il n'y a rien à changer. Parfois, bon, on se dit, oui, sur le papier, ça marche, mais en bouche, ça passe pas, quoi. Dans ces cas-là, le directeur artistique, c'est lui. Enfin, le comédien peut proposer quelque chose en disant, écoute, ça passe pas. Si je dis ça, et là, c'est le DA, le fameux directeur artistique, qui dit oui ou non, qui valide. Parce qu'encore une fois, il sera, lui, le responsable de ce qui a été fait, vis-à-vis de la chaîne ou du distributeur. Donc, un film russe, par exemple, effectivement, on ne parle pas russe, mais on a l'intention. Quand je parlais de l'intention, les yeux d'un Russe en colère, on les comprend, même si on ne comprend pas la langue. Donc on a tout ça. En japonais, c'est pareil. C'est un peu différent, parce que les Asiatiques, c'est un peu différent. Mais on a toujours la volonté de se fondre dans ce personnage. On apporte quelque chose, nous, parce que ce que je fais moi, quelqu'un d'autre avec une voix grave aussi ne fera pas de la même façon. C'est pour ça qu'on nous choisit aussi, parce qu'on apporte notre part à nous. Mais notre part à nous, elle est toujours au service du personnage et de ce qu'il joue. C'est pas, on ne peut pas se mettre en avant à travers ça. Donc il faut, quand j'ai parlé d'humilité, c'est bien évidemment, on est au service de ce qui se passe à l'image. Mais on apporte aussi notre métier, notre talent, dans certains cas de comédien. Voilà. La différence qu'on peut faire effectivement au sein de ce métier de comédien entre par exemple le doublage et la scène d'un théâtre, c'est que le théâtre, c'est, enfin en tout cas me concernant, je trouve que c'est l'expression ultime. Parce qu'effectivement vous êtes à la fois au service d'un texte, même si c'est vous qui l'avez écrit, à un moment vous servez votre texte, et en même temps vous êtes devant le public, et vous êtes sans filet. Donc, si vous êtes plusieurs sur scène, c'est un sport d'équipe. C'est authentiquement un sport d'équipe. Parce que vous ne pouvez pas reprendre, le public est là, et souvent ça donne une sorte d'adrénaline, incontestablement, qui fait que tous les doutes qui peuvent vous assaillir pendant les répétitions, ce qui fonctionne ou ne fonctionne pas, en règle générale, une fois lâché devant le public, ça passe. Ça passe parce qu'il y a une énergie qu'on trouve en nous. Et pour avoir, encore une fois, mon expérience du théâtre par rapport à tous les gens avec qui je travaille est plus que minime. Mais peu importe, j'ai ressenti. En jouant à l'atelier en juin dernier, quand on était sur 10 ou 12 comédiens, sur des scènes différentes, sur des pièces différentes, pardon, et des scènes différentes à jouer, avec parfois un tel ou une telle qui était sur la scène quand on n'y était pas, et inversement, on est avec elle ou avec lui, on se dit c'est bien passé. Alors ça, c'est un plaisir, effectivement, que dans le doublage, on le ressent moins, parce qu'en doublage, comme sur un plateau de cinéma, on vous dit non, on reprend. Alors au cinéma, c'est parce que la lumière n'est pas bonne. Bon, et là, en doublage, c'est parce que le son, à un moment, tiens, il y a eu un pain là, c'est pas bon. Ou là, tu as savonné un peu, on reprend. C'est un autre plaisir, mais en revanche, est-ce que beaucoup de comédiens s'écoutent après avoir doublé un film, vont se voir en salle? Je ne crois pas. Je ne sais pas. Mais en tout cas, parfois, il m'arrive de zapper sur une chaîne de télé, puis de dire, tiens, mais ça me dit quelque chose, ça. Parce qu'on ne sait pas quand on enregistre aussi, il y a ça. L'immédiateté, elle n'existe pas en doublage. Elle existe au théâtre, effectivement, vous êtes sur la scène, donc voilà. Au cinéma, vous savez que ça sort le 28, boum. Donc si vous voulez y aller, vous pouvez. En revanche, en doublage, il y a des choses, quand je vais travailler demain sur un plateau, je ne sais pas quand ce sera diffusé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, à moins se dire, je veux absolument voir ça parce que j'ai beaucoup aimé, et chercher sur son programme télé, je pense que c'est derrière nous, quoi. Le plaisir, c'est l'enregistrement. Voilà. La diffusion, en revanche, on a besoin, comme tout un chacun, de se faire une démo, un CV. Donc effectivement, parfois, on est amené à se dire, tiens, il faut que je retrouve ce personnage-là. Alors, il y a des sites sur lesquels on peut retrouver pour dire, je vais m'en servir comme d'une carte de visite. Ça, j'étais vachement, enfin, je crois que j'étais bien là-dessus, je vais le montrer pour avoir du boulot. Mais la satisfaction, je pense que le plaisir, c'est le théâtre. Me concernant, moi, mon ambition, puisque je suis venu au théâtre par le doublage, ce qui est on doit être 1% dans ce cas-là à peu près, c'est un parcours un peu particulier. Je veux jouer un Tchekhov au fin fond du 20e, ça c'est sûr. C'est ce que j'ai découvert dans ce métier, c'est des gens qui sont vraiment des cadors du doublage, donc ils travaillent, parce que le doublage a la réputation de payer beaucoup. Ça a été vrai à une époque, ça l'est moins aujourd'hui, mais ce n'est pas la motivation. La motivation, c'est d'abord de jouer. Alors effectivement, quand vous avez la chance de beaucoup travailler en doublage, plutôt que on s'offre le plaisir de jouer au théâtre, parce que jouer au théâtre ne rapporte pas forcément de l'argent. Je veux dire par là qu'il y a des gens qui mettent de leur pognon pour monter une pièce, l'écrire, la jouer, parce que la passion est là. Or,
C'est pas un secret, j'ai fait pas mal de télévision avant. Il y a des moments, si vous parlez de passion à la télévision, on vous regarde quand même avec des yeux bizarres. On dit oh là, pas de ça chez nous. Bah si, au théâtre, il y a des passionnés. Et dans le doublage, je connais des gens qui effectivement jouent au feu de la rampe pour pas un rond, et je pense même que ça leur en coûte, jouent à l'Essaillon, mais ce sont des remarquables comédiens et ils vivent de leur passion. Et ça, rencontrer des passionnés, rencontrer comment dire, des gens pour qui le mot création, passion, profondeur ne sont pas des gros mots, ça fait du bien. Vraiment. Et en télévision, ça se perd un peu. Je crache pas dans la soupe, hein. Mais franchement, le côté c'est bien, mais c'est pointu, ça, je ne l'ai pas entendu encore au théâtre. Le plaisir du comédien, alors moi, je le vis pleinement. Je le vis pleinement parce que justement, j'ai eu d'autres vies avant. Beaucoup de gens, d'ailleurs, dans mon métier, ne savent pas ce que j'ai pu faire avant, même ne savent même pas que j'ai fait beaucoup de télévision ou des portraits de gens qu'ils peuvent admirer. Et je ne suis pas là pour le mettre en avant sur les plateaux. Mais le plaisir de ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est vraiment d'avoir un métier qui s'ouvre. J'ai 60 ans, depuis très peu de temps. Et me dire, je suis jeune dans ce métier, je l'apprends, ça va, je travaille, mais j'ai plein de progrès à faire, et je vais faire encore beaucoup de choses différentes, aller plus loin. Mais c'est merveilleux. Moi, tous mes potes à mon âge, aujourd'hui, ils serrent les fesses, pour parler, pour pas perdre leur job. Moi, aujourd'hui, je suis jeune dans ce métier, ce qui est un comble, et en même temps une joie intense. Donc, le plaisir d'avoir le SMS, parce que nos convocations se font par SMS, on n'a pas d'agent, dans le doublage, j'entends. Tac, est-ce que tu es libre tel jour? Tel jour. Mais là c'est banane. Et avoir la banane le matin pour aller bosser, enfin, je sais pas, je trouve que c'est un luxe suprême. Et vraiment, ce métier m'a apporté ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, parce que dans ce métier, je ne suis pas parti de zéro, je suis parti de -20. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui, avec qui je suis, non pas en concurrence, mais disons sur le même créneau, ont 20 ans de métier. Ils ont fait, dans certains cas, le conservatoire ou des cours de théâtre. Ils ont joué, ils avaient 20 ans. Aujourd'hui, ils ont 30 ans de boutique, 20 ans de boutique. Ils venaient d'un milieu de comédiens. Ça ne change rien au fait qu'ils aient du talent ou pas. Mais on les a très vite mis sur ces rails-là. Ils ont commencé le doublage à 10 ans ou à 15 ans. Moi, j'ai vu une barre de doublage, j'avais 53 ans. Donc, c'est pas... Il faut y aller, quoi, je veux dire. Mais en même temps, ça procure... Ça interdit l'aigreur. Ça interdit la nostalgie. Ça oblige à y aller, quoi. Et je trouve que c'est... Pour moi, c'est du luxe, quoi. Vraiment. J'ai dû rester 5 ans sans prendre 10 jours de vacances d'affilée. C'est pas pour faire du Zola, quoi. Je veux dire, on se plaint pas. Mais parce que pas les moyens de refuser du boulot. Donc souvent, vous prévoyez 10 jours de vacances, puis il y a un mec qui vous appelle et vous dit « T'es là tel jour ?» Ouais. Bah, ça fait plus 10 jours d'affilée, ça fait 4 et 3. Voilà. Mais c'est tout, il faut l'accepter. Si c'est que ça, la contrainte, moi, en tout cas, je l'ai accepté. Et puis parfois, vous n'avez pas de boulot le mardi, le mercredi, un truc le jeudi, et rien le vendredi, samedi. Et comme par hasard, on vous appelle pour le jeudi, vous avez déjà un truc, on vous demande le même jour. Vous dites matin ou demain, bah non. Bon, bah c'est pas grave. Voilà, ça c'est les contraintes du métier. Mais en même temps, quel bonheur quand on a d'être appelé, parce qu'on... Vraiment, moi, j'arrive sur un plateau de doublage, j'étais assez tracard, plus que, curieusement, j'avais plus le trac devant une barre de doublage que devant d'Ormesson ou un ministre et de Le Chambray sur un plateau de télé. Bah, c'est comme ça, j'ai découvert ça avec le théâtre, au cours Simon, quand je présentais une scène dans le cadre du cours, c'est-à-dire devant des élèves comme moi. J'avais plus le trac et ma compagne, à l'époque, me disait « Mais Bertrand, t'as chambré machin, bidule, sur des plateaux de télévision, tu vas pas avoir le trac pour présenter une scène d'Antigone dans le cadre du cours Simon ?» Ben, je dis si, j'ai peur. Parce que là, justement, le théâtre, il n'y a pas de tricherie. Je ne dis pas qu'on triche à la téloche, mais enfin, il y a quand même des arts. On est maquillé, il y a l'artifice, il y a la lumière, il y a le machin, il y a la caméra, on peut sortir de ces mots. Alors que là, la peur du trou, la peur de machin, la peur de ceci. Et donc, le plaisir est proportionnel à la peur qu'on peut avoir au début. Et vraiment, ce métier, je le vis comme un... Je crois que c'est Stéphane Echer qui chantait « On ne refait pas sa vie, on continue seulement ». Donc je n'ai pas refait ma vie avec ce métier. Mais je la continue d'une manière très excitante. Alors, il y a déjà une chose, c'est en fonction de la voix que l'on peut avoir. Moi, j'ai une voix grave, lourde, comme on dit. Donc, au début, en tout cas, je me retrouvais souvent dans des rôles de voyous, dans des rôles de flics, un peu bourrus,
Souvent, je double des acteurs noirs parce qu'on estime toujours qu'il y a un grand black baraqué comme ça, une voix lourde, ce qui n'est pas vrai parfois. Ils ont des voix médiums, et heureusement, ce serait trop facile. Mais j'ai beaucoup tué, je me suis beaucoup fait tuer au départ. Maintenant, on me donne des choses un peu différentes, effectivement, plus subtiles, mais tout est... Si j'ai un choix à jouer, le plus agréable, ce sont les salopards. Un salopard avec un petit peu de vice et un petit peu d'intelligence, quel bonheur. C'est effectivement plus amusant à jouer qu'un tranquille père de famille, sauf s'il s'avère un salopard. C'est vrai que beaucoup d'acteurs noirs sont doublés par des comédiens blancs. Et je crois que moi, j'ai rencontré des comédiens, comment dire, qui ne sont pas forcément comédiens, mais j'ai une amie noire qui me disait c'est bien que ce soit des blancs aussi qui doublent. Pourquoi? Parce que pendant des années, il y a eu un doublage qui caricaturait le noir new-yorkais. Ça biche, mec. Bon, ça, on ne fait plus ça. C'est terminé. Donc effectivement, ce qu'on veut maintenant, on estime que les Noirs n'ont pas de caricature de voix. Donc il n'y a pas de raison de réserver les Noirs aux Noirs, les Asiatiques aux Asiatiques. C'est pas ça. En fait, ce qu'on recherche dans une voix, c'est un timbre, c'est une lourdeur. Donc si effectivement c'est un blanc qui l'a, il n'y a pas de souci. Et les acteurs noirs, on ne peut pas faire de corporatisme là-dessus, on ne peut pas faire de ségrégation là-dessus. À l'envers, ce serait... Un comédien, c'est un comédien, peu importe sa couleur. Donc il y a des comédiens noirs qui doublent des blancs. Ça choque personne, et heureusement. Donc ça marche dans les deux sens. Effectivement, il y a une sorte d'image d'Épinal qui fait que les Noirs, surtout quand ils sont costauds, doivent avoir une voix grave. Et encore une fois, je vous dis, j'entends l'original, parfois ils ont des voix plus médiums. Mais dans l'imaginaire, ils ont des grosses voix, donc on prend des grosses voix. Mais je connais d'excellents comédiens, noirs évidemment, et qui peuvent doubler tout un chacun. Ils peuvent doubler un blanc, un noir, ils s'en foutent, ils doublent parce que leurs voix sont des voix autoritaires, ou des voix lourdes, ou des voix, comment dire, avec du mystère. Et ce qu'on veut, c'est que le personnage a du mystère. Donc c'est lui qui va le doubler, peu importe ses couleurs de peau, et tant mieux. Si je devais faire un choix, je ferais le choix de continuer comme ça. C'est-à-dire qu'effectivement, pour moi, les deux sont intimement liés. Le théâtre, c'est une découverte de plus en plus pour moi, mais les plateaux de doublage également. Mais au même titre que la narration, parce que je n'ai pas abordé cet aspect-là, mais quand par exemple j'ai la chance de travailler pas mal pour Arte, pour des documentaires, ça peut être des animaliers, ça peut être sur pas mal de musique aussi. Là c'est encore un autre aspect du métier de comédien, et là vous partez dans une histoire. Alors ça n'a rien à voir. Le doublage, vous êtes debout. Il y a une barre, il y a un micro en l'air. Un micro très précis parce que s'il y a un petit bruit de ventre, il le chope. Donc le matin, il faut manger. Ça fait partie des contraintes du métier. Si vous êtes sur un plateau de théâtre, si vous êtes sur une scène, vous jouez, vous êtes livré. Tac, on y va. Le public est là. Quand vous êtes dans une narration, c'est encore autre chose. Vous avez un casque, ce qu'on n'a pas ni sur une scène de théâtre, ni sur un plateau de doublage. Vous avez un moniteur devant vous, un écran, alors un peu plus loin, plus ou moins loin, mais vous êtes dans une histoire, avec un script. Et si c'est je sais pas, moi j'ai eu la chance de travailler sur des choses très très différentes, vous partez dans un sujet. Vous êtes seul avec lui. Alors vous êtes soit le narrateur, vous racontez l'histoire, soit vous êtes un intervenant. C'est encore un autre aspect de ce métier. J'ai du mal à faire la différence en disant je préfère ça, ça et ça. Si effectivement, le plaisir ultime, encore une fois, c'est le théâtre, parce qu'on est sur une scène, c'est quelque chose de très physique, c'est instantané, il n'y a pas... Mais le doublage, les deux, je vois vraiment... Aujourd'hui, je veux être très bon en doublage de manière à pouvoir me consacrer aussi au théâtre. Si je ne devais vivre que du théâtre, aujourd'hui, j'en vivrais pas. Le théâtre, le doublage me permet de travailler de manière régulière, d'améliorer mon jeu. Et je suis tous les lundis dans l'atelier libre-jeu qui se passe au théâtre de l'atelier. Et c'est pas un cours, hein, c'est un atelier professionnel dans lequel, au même titre qu'un footballeur qui ne joue pas continue à s'entraîner, nous on travaille. Et on travaille avec des gens comme Suad Amidou, des super comédiens ou comédiennes. Hein, et de ça, il y a cette osmose qui se crée. Et c'est le même métier, je ne peux pas dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Je ne voudrais pas dire je ne fais pas de théâtre, ça ne m'intéresse pas, je veux faire que du doublage, ou dire à l'inverse, je veux faire du théâtre, je veux faire... Ça, pour moi ça va ensemble. C'est vraiment deux parts d'un même métier. Le plaisir vient de vivre de ça. Alors effectivement, le banquier, quand on change de métier comme ça, surtout sur le tard, est moins enthousiaste, parce qu'il vous demande, vous avez un contrat, et quand vous lui dites, mais mieux que ça, j'en ai 10 ou 12 dans le mois. Lui, il ne le partage pas forcément, cet enthousiasme au départ. Mais
ce métier nécessite forcément comment dire, d'être sur la brèche. En fait, c'est ça, ce métier, c'est de vivre. Alors plus tard, dans 10 ans, ben, j'espère continuer, évidemment. Moi, quand je vois des comédiens, j'en vois sur les plateaux de doublage qui ont sûrement la retraite, comme on dit, mais je ne sais pas ça, parce que moi, je les vois comme des comédiens comme moi, quoi, comme les plus jeunes et ainsi de suite. Ils sont animés de la même flamme. Et ça, je trouve que c'est ça le luxe. Le luxe, c'est effectivement d'être heureux de travailler, je trouve. Et ces métiers qui se regroupent sous la fonction de comédien me passionnent. L'image qu'ont pu avoir à certaines époques le public ou même certains comédiens du doublage a beaucoup changé. C'est-à-dire qu'à une époque, effectivement, moi je n'ai pas connu cette époque, mais à une certaine époque, les gens qui se disaient si je fais du doublage, je ne vais pas trop en parler parce que c'est pas noble. Mais c'est fini depuis longtemps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, on le voit d'ailleurs, puisque tout un chacun, des Omar Sy ou tous ces comédiens-là disent on fait du doublage, on s'est éclaté, on a fait ça. Alors effectivement, on connaît aussi les limites. Omar Sy, c'est un comédien, c'est sûr. D'autres animateurs de télévision que je ne citerai pas et qui ont pris 4 fois ce qu'aurait pris un comédien classique de théâtre, ils ont pris 4 fois plus pour faire un boulot dégueulasse qu'il a fallu repasser derrière, en emmerdant tout le monde, en faisant les starlettes. Mais pour les autres, c'est un grand plaisir quand on voit je sais pas, je pense à Omar Sy, mais Gad Elmaleh, mais même Pokora qui vient faire du doublage sur un plateau de doublage, il est gentil comme tout, parce qu'il est heureux de faire ça. Donc il n'y a pas faire du doublage aujourd'hui dans son métier de comédien, ça n'a rien de quelque chose de comment dire de honteux. Bien au contraire, parce qu'on s'est rendu compte que le doublage français, encore une fois, c'est un doublage de qualité. Même les Américains s'en rendent compte, parce que les Américains se privent de beaucoup de films, puisque soit ils font des remakes qui sont en règle générale, on va dire pourris pour parler correctement, hein, ou autrement c'est du cinéma pour intellectuels avec des sous-titres. Je sais pas, un film comment dire, le film avec Omar Sy et François Cluzet, le titre m'échappe, a fait un carton et il était sous-titré, c'était un cinéma pour intellectuels à New York. Bon, bah, le moindre comédie française qui passe en étant sous-titrée aux États-Unis, il n'y a que quelques cinéphiles, enfin entre guillemets, par rapport au volume possible, qui vont le voir. Et pourquoi? Bah parce qu'ils ne veulent pas de sous-titres. Alors maintenant, bah, certains se posent la question, et si on se mettait au doublage? Ce serait une façon d'avoir des films italiens, même s'il y en a bien moins malheureusement qu'à la grande époque de Rizzi et Fellini et tout ça, mais c'est une des possibilités pour que au fin fond du Middle West, on puisse regarder un film français. Il n'y en a pas d'autre. Je voudrais juste qu'on comprenne bien que s'il y a ce statut d'intermittent du spectacle, parce que bon, hein, on est dans une époque, c'est au départ, je crois que c'est Pompidou qui l'a mis en place, en tout cas qui a créé c'est pour qu'on puisse vivre de ce métier. Or, le cinéma français est le seul, à mon sens, qui résiste au cinéma américain. Je ne parle pas des cinémas captifs comme le cinéma chinois ou le cinéma indien, je parle comme ça. Pourquoi? Mais parce que les comédiens peuvent travailler en France. Il n'y a plus de cinéma italien. Et pourtant, le cinéma italien des années 70, hein, bon. Il y a le cinéma anglais, ils font 2 films par an, enfin, qui sortent de leurs frontières. Le cinéma allemand, hein. Le cinéma français, il existe. Donc, ceux qui s'occupent de tout ça devraient y réfléchir. Alors après, effectivement, la télévision et les agents et les boîtes de production abusent peut-être un petit peu de ce qu'on va appeler les permittents. Appelons ça comme ça. Mais si on revient sur le statut de comédien, le métier de comédien est un métier où on va chercher du travail tout le temps. Et c'est vrai que moi, en sortant là du plateau, je vais rallumer mon téléphone en me disant oh, j'espère qu'il y aura... Ah ouais. On est à la fois toujours à la recherche de métier et heureux d'avoir de travail, et heureux d'avoir du travail. Donc le statut d'intermittent, laissons tomber les caricatures de cinglés théâtreux perchés dans les étoiles qui ne font rien, c'est pas ça du tout. C'est un vrai métier.